Je laisse la parole à Madame Castanier, chef d'établissement du lycée Livette et directrice du Greta Loire-Atlantique. Merci, monsieur. Donc, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir au lycée Livette pour cette journée de séminaire efficient. Que nous avons répondu positivement parce que il nous semble que c'était important et c'est aussi en lien avec l'établissement. Donc je vais quand même vous dire quelques mots sur l'établissement. Je pense que certains d'entre vous ne connaissent pas ce lycée. Et quand vous arrivez, vous pouvez être surpris par l'architecture, effectivement, de la cour. Alors c'est un établissement qui est porteur d'histoire, ça se voit, mais porteur d'histoire en deux types. D'abord, il y a ce que l'on peut percevoir à travers son architecture, qui est une architecture inhabituelle pour un lycée, puisque c'est une architecture religieuse, de toute évidence. Et en fait, c'est parce que l'établissement était en fait le grand séminaire de Nantes à l'origine. Et puis, l'autre aspect d'histoire, c'est son nom, c'est Eugène Livette. Qui était Eugène Livette? Eugène Livette, c'était à l'origine un instituteur de la région d'Angers, qui très vite s'est passionné pour son métier et a eu une vision de ce que devait être l'enseignement, et en particulier l'enseignement professionnel. Et pour lui, l'enseignement professionnel, pour être un bon professionnel, il fallait d'abord avoir un geste fiable, un geste sûr d'un point de vue professionnel, mais il fallait aussi avoir une culture générale importante pour accompagner cela, et puis avoir aussi un savoir-vivre, être capable d'un savoir-vivre de qualité, et développer ces trois dimensions pour les jeunes. On est fin des années 1800. Il crée une institution qui s'appelle l'Institution Livette à Nantes et qui est une institution privée. La pédagogie qu'il met en place est reconnue au niveau national et l'établissement il est reconnu c'est la 3e école nationale professionnelle en France. Et à ce moment-là, il s'installe dans ses locaux ici, les locaux que vous connaissez. Les valeurs qu'il porte, c'était d'une part, il y avait un aspect d'innovation et d'être un peu précurseur dans sa démarche. Et en même temps, on peut se dire aussi que ce sont des valeurs qui sont des valeurs quand même universelles. Et donc nous essayons toujours de les porter dans l'établissement aujourd'hui, qui cet établissement est un établissement technologique et scientifique dans les formations, avec une dimension artistique en plus. Et nous essayons aussi d'être toujours dans l'innovation. Et c'est pour cela qu'il était important pour nous de vous accueillir aujourd'hui, puisqu'on est dans une continuité entre ce qui existait au lycée, ce que nous essayons de faire actuellement, et puis ce qui est le propos du séminaire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un très très bon séminaire. Donc je passe le micro à Monsieur Moreau, délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue. Merci Alain. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Le nombre d'inscrits, le fait que cette salle soit aussi remplie témoigne de l'intérêt que vous portez envers la qualité de la mise en œuvre de la pédagogie auprès des apprenants qui ont décidé de faire confiance à l'éducation nationale à travers votre présence, au travers les stagiaires de la formation continue, les élèves, mais également les apprentis qui sont dans le réseau des CFA d'éducation nationale. Donc, ça prouve que vous rentrez tout à fait dans la logique du ministre de l'Éducation nationale qui a demandé à nous tous de participer à la construction de l'école de la confiance au sens large. Et à ce titre, je tiens à vous remercier très sincèrement de votre présence et je peux vous témoigner aussi de l'intérêt de Monsieur le Recteur sur cette opération efficiente montée par la formation continue, en étroite collaboration avec les collègues inspecteurs que je tiens à remercier tout particulièrement, mais également à tous ceux qui se sont impliqués. Je voulais également souhaiter dire la bienvenue et remercier Monsieur Lebrun, Marcel Lebrun, enseignant-chercheur, qui a accepté de nous donner de son temps pour pouvoir nous délivrer des éléments de sa connaissance, mais aussi des interrogations qui se posent au travers de la mise en place, de l'utilisation des usages du numérique. Il ne vous a pas échappé que dans le terme efficient, que je rappelle et que je regarde pour ne pas me tromper dans chacun des termes, qu'il s'agit de l'espace de formation favorisant l'innovation, la créativité, l'insertion par accès au numérique. Je reprendrai deux mots-clés. L'innovation. L'innovation, c'est très clair. C'est entrer dans ce qui n'a pas encore été exploré. C'est comme ça que je le définirais.
Après, M. Lebrun pourra le compléter, mais c'est quand même important. Donc la notion d'innovation. La notion de créativité, c'est s'autoriser à voir et à faire autrement. Et c'est à ce titre que le projet Efficient, auquel vous vous êtes engagé, présente tout son intérêt. Mais également, c'est aussi dans la constitution de ce collectif de travail qui génère le partage, la mutualisation, des choix assumés, de l'intelligence collective au bénéfice des apprenants et la satisfaction de ceux qui se sont impliqués, c'est-à-dire vous. Et à ce titre, je tiens à nouveau à vous remercier. Quelques éléments de contexte qui nous permettent, parce que vous savez qu'aujourd'hui c'est le deuxième séminaire, et actuellement, le Conseil régional, avec les autorités académiques et les partenaires sociaux, sont en train d'écrire le contrat de plan régional de développement de la formation professionnelle. Et sans être trop long, je vais quand même faire référence au deuxième enjeu qui a ciblé l'ensemble des rédacteurs de documents, dont je suis l'un des rédacteurs avec sous, je veux dire, la surveillance, entre guillemets, du recteur. Le premier enjeu, c'est le vieillissement de la population. Il faut savoir qu'en 2040, un tiers de la population des Pays de la Loire aura plus de 60 ans. Et parmi ces personnes-là, il y en aura, comment dirais-je, 83% qui auront plus de 75 ans. Donc on voit bien aussi l'intérêt des usages numériques au niveau d'une société vieillissante, mais il faut aussi penser aux jeunes. Mais on est sur le champ de la formation. Deuxième enjeu, c'est là j'en viens, il est écrit la chose suivante. Ce document va être présenté en plénière et sera validé pour la fin décembre. Mais je vous le livre quand même. Le second enjeu majeur pour la région des Pays de la Loire est numérique et énergétique. L'accélération technologique et l'urgence climatique bouleverse de nombreux repères existants sur les organisations du travail, les entreprises et la capacité d'adaptation de l'individu. Et in fine, des établissements de formation que nous sommes. Ces transitions importantes impliquent en outre de nouveaux modèles économiques, économie collaborative et de fonctionnalité, économie de proximité et circulaire, et bien d'autres, une transformation des métiers ou l'apparition de nouveaux métiers, ainsi qu'une relation au travail repensée, que ce soit sous l'angle du travail, de l'évolution professionnelle et de la formation. Ce qui implique tout naturellement des effets sur les organisations du travail, la cartographie des compétences, la perméabilité des compétences et le décloisonnement disciplinaire. Donc quelques éléments clés d'un document qui fera 20 pages, qui oriente les politiques, les orientations des enjeux, mais également les financements en termes de formation initiale, comprenant le scolaire, l'apprentissage et bien évidemment la formation continue. Vous voyez que dans cette notion, je veux dire, on a sur notion de court terme, moyen terme et long terme. Et c'est pour ça que la mise en place de séminaires, les travaux qui vont être effectués, le fait qu'on va pouvoir se nourrir de la réflexion apportée par M. Lebrun, par M. Radigois et ses collègues, vont nous permettre d'anticiper, on doit anticiper l'avenir. Et je finirai mes propos pour ce matin, si vous voulez bien. Donc l'avenir appartient à ceux qui participent à sa construction. Le recteur vous remercie, à vous tous, pour votre engagement, et je m'associe à tous ces remerciements avec l'équipe d'AFPIC qui est auprès de moi, et les gens qui ont participé à la réussite de cette manifestation, ce séminaire, mais également à la mise en place de tout ce qu'on va pouvoir mettre au bénéfice des apprenants. Un grand merci à vous, et je vous quitterai, je veux dire, en fin de matinée, je reviendrai en fin d'après-midi, j'essaierai de me libérer pour faire quelques ateliers. Merci encore aux intervenants et à ceux qui ont permis l'organisation de ce séminaire. Merci à Mme Castagneux. Alors, quelques mots sur le déroulé. Donc, comme a pu vous le signifier le délégué académique, une première partie en matinée qui est plutôt des échanges possibles, mais aussi beaucoup d'informations qui vont vous être données. Donc, on va faire un premier point d'étape sur le projet académique efficient. Ensuite, intervention de M. Stéphane Renou, donc du lycée Claude Chappe sur la réalité virtuelle immersive.
Ensuite, monsieur Lebrun qui interviendra sur la notion de classe inversée, un exemple du numérique, enjeux, conditions, freins et limites. Et puis nous irons déjeuner au restaurant administratif. Donc dans les documents qui vous ont été distribués, vous avez à l'intérieur agrafé votre ticket rose qui vous permet donc d'aller déjeuner au restaurant Cambronne ce midi. D'accord? Cet après-midi, 13h50, retour en plénière, présentation des ateliers, et puis après nous aurons donc de 14h à 15h, donc différents ateliers. Je vous propose de revenir à 16h en plénière pour faire un échange sur ce que vous aurez vécu en atelier, et puis le mot de clôture par le délégué académique. Voilà donc le déroulé de la journée. Concernant donc le premier point, le point d'étape, simplement pour vous resituer un petit peu que ce séminaire vient donc un an après le 13 septembre 2016, et ce 13 septembre 2016 nous avait permis de nous interroger sur nos pratiques pédagogiques avec l'environnement socio-économique, ses évolutions, ses contraintes. Il nous avait permis également de réfléchir à ce que nous pouvons proposer aux apprenants en termes de nouvelles occasions d'apprendre, par exemple le travail collaboratif, la classe inversée, le tutorat, la pédagogie de projet, portée par plusieurs, l'introduction de l'outil numérique dans nos séquences d'apprentissage, et en fait l'utilisation d'outils qui deviennent de plus en plus intimes. Et ça, vous vous souvenez que M. Serge Tisseron avait utilisé ce terme intime pour l'utilisation de ces outils. On avait également tenté de répondre en quoi et comment le numérique et les multiples approches pédagogiques possibles aujourd'hui peuvent s'inscrire dans les finalités de la formation. À savoir donc la transmission, l'émancipation, la justice sociale et la construction du lien social. Et puis enfin, on vous avait présenté le projet académique efficient avec le financement du FEDER. Ce mercredi 13 septembre doit nous permettre de faire un point d'étape sur l'avancée du projet, tant au niveau des investissements que de la conception de produits hybridés, d'avoir un premier retour des actions de formation mises en place par le CAFOC dans le cadre du plan académique de formation numérique, de pouvoir se confronter à la réalité de la multimodalité pédagogique en participant à tous les ateliers, donc aux 8 ateliers de cet après-midi, et puis de pouvoir échanger et profiter de la présence de M. Marcel Lebrun, universitaire et enseignant-chercheur de renommée internationale, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, et qui est docteur en sciences et actuellement professeur en technologie de l'éducation à l'université de Louvain. Donc ne pas hésiter à pouvoir déjà anticiper des questions, parce que M. Lebrun est preneur de toutes vos interrogations concernant le numérique et la classe inversée. Voilà, donc ça c'était donc nos objectifs pour la journée. Un point d'étape concernant le projet efficient. Donc un rappel simplement de ce qu'est efficient. C'est avant tout un dispositif pour améliorer la qualité du service rendu, notre image, notre notoriété, réseau des Greta, dans un souci permanent d'innovation et de créativité, comme a fait référence Jean-Pierre Moreau tout à l'heure. L'objectif du projet efficient, tel qu'il a été défini dans le projet académique, était le suivant. L'idée, c'est de connecter les stagiaires et les formateurs du territoire à un espace commun pédagogique. Donc, on va utiliser différents outils, en particulier un portail numérique académique et en particulier la plateforme Clarline Connect. Ensuite, de proposer des contenus, une qualité de service identique, quel que soit le lieu de la formation, sur l'ensemble du territoire ligérien. De créer une communauté de formation. Quand on parle de communauté de formation, c'est à la fois dans la réflexion, dans les échanges, dans la conception d'outils et dans le partage des échanges de pratiques. Et puis, asseoir l'accompagnement pédagogique de l'apprenant. Bien sûr, ça, l'accompagnement global de l'apprenant, mais également et surtout, au moment de la mise en œuvre de l'action, l'accompagnement pédagogique. Nous avons donc déposé un projet pour être financé dans le cadre du FEDER, et donc notre projet se décline en 4 axes.
Je vous le rappelle, numériser l'environnement pédagogique des Greta. Donc là, l'idée c'est d'investir en outils et supports, logiciels, plateformes. On va faire le point tout à l'heure avec Sébastien Callot. Ensuite, structurer une offre de formation innovante, hybride et ouverte. Là, l'idée c'est l'achat, mais surtout la production de ressources pédagogiques. On fera un point sur les multiples productions qui ont pu être mises en place par filière. Ensuite, c'est acheter du matériel spécifique concernant les espaces dédiés aux expérimentations pédagogiques. Et puis, évidemment, une partie extrêmement importante, c'est d'accompagner les formateurs dans leur pratique pédagogique. Donc, dans ce point d'étape, nous allons faire un premier point qui concerne l'investissement matériel, puis un deuxième point concernant les productions de ressources, et un troisième point concernant l'accompagnement des équipes pédagogiques. Donc, trois interventions. Le premier concernant l'équipement, Sébastien Callot, et puis j'interviendrai sur les productions de ressources pédagogiques, et le CAFOC avec Xavier et Béatrice interviendront sur la mise en œuvre du PAF numérique. Bonjour à tous. Alors un premier point sur les investissements matériels réalisés. Sur ce diaporama, sur cette diapo, vous pouvez identifier deux types de matériel, ceux qui ont été financés dans le cadre du projet efficient avec un cofinancement FEDER-État, et puis des outils qui ont été investis par d'autres moyens ou développés en propre à la DAFPIC. Alors, la plateforme Claronight Connect, maintenant, vous la connaissez, donc ça va être notre plateforme support pour construire et hybrider nos parcours de formation. On devrait avoir une mise à jour fin septembre qui nous permettra d'avoir de nouvelles fonctionnalités sur cette plateforme. En cours, un marché pour l'achat de matériel dans le cadre de la réalité virtuelle immersive. Donc, actuellement, on s'oriente sur l'achat d'un cave et de 8 solutions mobiles. Donc des casques HTC avec des caméras et puis PC portables, tout dans des valises pour permettre le déplacement de ces solutions, et puis des scénarios pédagogiques. On espère pouvoir déployer le matériel fin 2017, début 2018. On est dans le cadre d'un marché. Et puis bien sûr avec derrière un accompagnement pour la prise en main et l'utilisation de ces différents outils. Actuellement est en développement un portail numérique de travail, comme vous l'évoquez, Alain. Donc son objectif, c'est de proposer un espace de travail commun au réseau et de pouvoir accéder à cet espace en tout lieu, à tout moment et en mobilité, à partir du moment où on a une connexion Internet. Également en développement un livret numérique du stagiaire, c'était un engagement du réseau dans la réponse notamment à l'appel d'offres de la région. Donc cet outil est en développement avec les objectifs d'un livret numérique, à améliorer la communication entre les stagiaires, l'organisme de formation et puis les entreprises et accompagner notamment l'individualisation des parcours, la traçabilité des activités réalisées et des compétences développées et acquises. Pour ces deux outils qui sont en développement à la DAFPIC, on espère terminer le développement pour la mi-octobre, vous proposer une phase test de novembre à décembre, et puis une phase de déploiement au premier trimestre 2018. Un point sur le studio Inuicast, on vous l'avait présenté il y a un an avec l'achat des premiers outils, caméra, la box. On a complété l'investissement par l'achat d'un écran vert et des projecteurs qui nous permettent maintenant d'incruster des images, des vidéos et d'incruster les intervenants dans des environnements choisis et voulus. Voilà. L'objectif de cet outil, c'est de vous accompagner dans la réalisation de capsules pédagogiques. Voilà, j'en ai terminé pour le point sur les investissements. Alors, concernant donc les produits hybridés tels qu'on avait pu mettre en place, vous savez, par filière, des groupes de travail, avec différents formateurs de différents Greta, avec des conseillers en formation continue également, en charge de ces filières-là. Donc un certain nombre de groupes ont pu être mis en place. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse simplement un zoom sur les productions qui sont en cours ou qui ont été finalisées. Il y a eu 15 productions, donc concernant les titres ASCA, les préparations concours, la conduite de ligne
en RVI, le dossier professionnel du TP agent magasinier en lien avec la VAE. Alors, l'activité de chargement et de répartition des charges à l'issue de remorque, pour l'instant, est en point mort, mais on va regarder avec le groupe si on rebondit sur un autre objectif. Un module court du bac Promélec concernant la coordonner son activité avec celle des autres intervenants, des situations pratiques virtuelles dans les habilitations, et puis un module sécurité dans le bâtiment. Ensuite, on a le TP du négociateur technico-commercial, l'accompagnement vers une meilleure gestion du temps, le CAP cuisine qui est également concerné, des techniques de recherche d'emploi, de marge de recherche d'emploi également, et puis on a essayé de voir, et là un grand merci aux inspecteurs parce que c'est en grande partie à leur initiative et à leur contact qu'on a pu mettre ça en place, à savoir donc dans le domaine sciences physiques et chimiques et dans le domaine français et histoire géo, eh bien une thématique qui est de conforter une professionnalisation disciplinaire par une réflexion, action dans la construction d'un projet pédagogique intégrant le numérique. Ça veut dire que derrière, on a pu non seulement intervenir sur des thématiques liées à l'enseignement professionnel, mais là, également sur l'enseignement général. Et là, c'était très important qu'on puisse couvrir l'ensemble des types d'enseignement. Sur les personnes qui ont pu nous accompagner, donc un petit clin d'œil et un grand remerciement au corps d'inspection, donc les différents inspecteurs que vous voyez ici nommés. Alors, si par hasard il y avait un nom qui n'apparaît pas, 1000 excuses à la personne concernée. On a essayé de croiser les différentes informations en espérant que personne n'a été oublié. Merci à tous ces inspecteurs d'éducation nationale et également IAEPR qui ont pu nous conseiller. Et puis, c'était important parce que derrière, ça veut dire que les productions sont validées par le corps d'inspection. Donc ça veut dire que ça donne effectivement un regard d'experts et également une légitimité dans le cadre de la mise en place. Bien d'autres personnels impliqués. On a donc eu 9 DDFPT concernés, plus de 38 enseignements d'information initiale. Donc là aussi, merci au chef d'établissement d'avoir permis plutôt à ces enseignants de participer à notre projet académique. Et puis, un certain nombre de formateurs, coordonnateurs pédagogiques des GRETA, ainsi que les conseillers bilan qui n'ont pas été oubliés, bien évidemment, dans nos travaux. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on zoome sur une construction de capsules pédagogiques. Donc, Philippe, si tu veux faire un petit mot d'introduction. Merci Alain, bonjour à toutes et à tous. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Philippe Moreau, conseiller en formation continue à la DAFPIC. Nous aurons l'occasion cet après-midi dans le cadre des ateliers de vous présenter un retour sur expérience d'un projet que nous avons mené en collaboration avec la société SpeechMe, aujourd'hui représentée par Sabrina Rouet. Ce projet avait 2 objectifs. Le premier, c'était de permettre à des formateurs qui se sont impliqués et inscrits dans le projet d'acquérir des compétences nécessaires pour être ensuite en mesure de produire en toute autonomie des capsules pédagogiques, de nouvelles capsules pédagogiques. Et puis, le deuxième objectif, c'était également de produire des capsules pédagogiques, produire 5 capsules pédagogiques. En sachant aussi que ce travail-là a été mené dans un cadre collaboratif et favorisant l'échange de pratiques, puisque ça a été un groupe constitué qui s'est réuni régulièrement pour échanger sur les difficultés, pour évoquer l'avancée des travaux, etc. Donc c'est aussi très très important dans la démarche que nous avons mise en place. 7 formateurs impliqués dans le projet ont produit 5 capsules pédagogiques vidéo, donc nous avons démarré l'accompagnement mi-mai. Les capsules, à ce jour, sont quasiment finalisées et vont être transférées dans les jours à venir sur la plateforme Claroline. Donc, vous allez pouvoir visuellement voir les formateurs qui se sont inscrits dans ce projet. Hervé, du GRETA Loire-Atlantique, merci de bien vouloir te lever. Ça permettra de reconnaître un peu les formateurs. Et surtout, si vous avez ensuite des questions dans la journée ou à poser, vous pourrez comme ça
vous adressez directement aux personnes concernées. Donc Hervé, Greta Loire-Atlantique, a produit sur la filière bâtiment une capsule vidéo portant sur la pose de papier peint. Christophe, Greta Loire-Atlantique. On peut les applaudir parce que lorsque vous allez découvrir les capsules, vous allez mesurer tout le travail qui a été fourni. Donc Christophe, Greta Loire-Atlantique, sur la filière BTP, toujours a produit une capsule portant sur l'utilisation de la dégauchisseuse. Toujours sur le Greta Loire-Atlantique, Pascal et Christophe, sur la filière aéronautique, alors ils sont là-bas, dans le fond, ont produit une filière sur le câblage électrique. Evelyne et Marie-Cécile de Greta Loire-Atlantique, où sont-elles? Elles sont timides, elles se lèvent, voilà. Ont produit sur la filière petite enfance une capsule portant sur la motricité libre. Et enfin, pour le Greta du Maine, Guillaume, qui lui, je crois, voilà, Guillaume a produit une capsule portant sur la filière, donc hôtellerie et restauration, portant sur les émulsions. Au passage, je vous invite évidemment à consulter, vous allez voir, on a mis en place un certain nombre de modalités pour vous permettre de consulter ces capsules, mais vous serez en toute autonomie maintenant, si vous les consultez par exemple, poser une tapisserie bien d'aplomb, etc. Vous allez voir, c'est très efficace. Vous saurez aussi réaliser l'émulsion. Ce sera plus compliqué pour les circuits électriques dans l'aéronautique, mais bon, voilà. Alors, cet après-midi, nous aurons l'occasion, encore une fois, dans le cadre des ateliers, d'échanger et de vous faire un retour sur expérience portant sur ces capsules réalisées. Sachez d'ores et déjà que nous allons pouvoir reconduire une nouvelle session d'accompagnement d'un groupe de formateurs dans les semaines à venir. Ça signifie qu'on sera en mesure d'accompagner un groupe de 6 à 7 ou peut-être 8 formateurs pour réaliser de nouvelles capsules vidéo. Donc évidemment, ceux qui à l'issue de la journée seraient intéressés, je vous invite à nous contacter. Faites vite, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Sabrina qui va vous présenter donc la plateforme, les modalités d'utilisation, et puis encore une fois, on aura l'occasion de répondre à vos questions dans l'après-midi pour ceux et celles qui seraient intéressés. Merci. Bonjour, Sabrina Roé, donc je suis chef de projet chez SpeechMe et je voulais vous présenter un peu la plateforme SpeechMe qui est une plateforme de transmission de savoir et savoir-faire en capsule vidéo pédagogique. Donc c'est une autre approche de l'apprentissage, complémentaire à ce que vous faites en formation avec les apprenants et qui permet de pouvoir donner des informations complémentaires, soit à ce que vous avez déjà donné en cours, ou apporter un rafraîchissement de connaissances à disposition de l'apprenant. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à créer du lien aussi avec vos apprenants, donc ça c'est important. Donc avoir un échange constructif aussi avec eux et leur permettre d'être beaucoup plus, d'être experts dans ce qu'ils font. Donc la plateforme donc, permet de créer et de diffuser du contenu pédagogique en vidéo. On a réalisé, donc, comme disait Philippe, 5 capsules pédagogiques. Donc la plateforme se présente comme celle-ci, où il y a possibilité donc, de créer en mode administrateur, formateur et apprenant. Donc il y a 3 profils différents. Vous avez des catégories aussi sur la plateforme. Et possibilité de mettre des speeches. Alors speech égale capsule pédagogique, hein. Comme ça on a le même langage et ça vous permettra de situer plus simplement le périmètre. Et nous avons donc, elles sont terminées en fait, hein. C'est vrai que ça a été quelque chose de très intense et très passionnant pour les formateurs qui ont participé au projet. Donc elles sont toutes là. Donc comme disait Philippe, une approche plus motricité libre avec Marie-Cécile et Evelyne, avec Hervé sur du papier peint, avec Christophe sur la dégauchisseuse en menuiserie, avec Christophe sur la réalisation d'un harnais électrique et aéronautique, et avec Guillaume Delhomme sur la cuisine, donc sur une émulsion. Donc chacun a eu sa propre expérience. Je vais vous montrer rapidement, hein. C'est vrai que les discours sont beaucoup moins percutants qu'une vidéo, donc je clique directement dessus.
Et donc là, on arrive dans le speech. Donc c'est une vignette d'illustration, de présentation, qui permet tout de suite à l'apprenant de situer ce qu'il va voir, un titre, possibilité de le diffuser aussi à tous ceux que vous souhaitez, donc pour le formateur et l'administrateur, et un plan. Donc c'est un plan pédagogique qui est structuré en chapitres et sous-chapitres. Donc c'est quelque chose que vous voyez peut-être déjà en présentiel avec vos apprenants. Là, c'est une autre approche donc qu'il faut adapter au format numérique, au format digital, très simple. Donc on a voulu faire quelque chose quand même de très simple et facile à prendre en main. Et ce plan-là est constitué de médias, donc différents médias. Vous avez la vidéo, vous avez des ressources documentaires que vous utilisez aujourd'hui, que vous allez pouvoir réutiliser sur la plateforme. Vous avez de la synchronisation entre une vidéo et un format document, donc un PowerPoint. Vous pouvez également intégrer des quiz. Donc tout ça, en fait, c'est un mix de médias qui va vous permettre justement de diffuser un message de manière la plus pertinente et compréhensible pour vos apprenants. Donc, on peut y mettre des commentaires, donc il y a déjà des commentaires sur ce speech-là. Les sous-chapitres durent entre 30 secondes et 2 minutes, pas plus. On est sur un grain pédagogique. Donc un grain pédagogique assure une compréhension bien spécifique sur un thème du chapitre. Donc l'avantage, c'est que du coup, les apprenants vont pouvoir lire le speech dans son intégralité, mais vont pouvoir aussi aller à l'essentiel, à l'information qu'ils souhaitent revoir autant de fois qu'ils le souhaitent. Donc si je clique sur voir le speech, j'imagine que vous attendez que je clique dessus. Bonjour, bienvenue sur ce speech relatif aux émulsions stables. Nous allons, à travers les différents documents qui vont vous être présentés, vous présenter le principe des émulsions à travers une approche un peu expérimentale, de telle façon que vous puissiez reproduire ce travail de façon sereine et efficace directement dans nos cuisines. Voilà, nous sommes au sein du plateau technique de l'École hôtelière de Laval. Bienvenue. Voilà. Donc, on commence par une introduction sur ce qui va être vu. Voilà, donc bienvenue. Et ensuite, on enchaîne un autre média. Donc là, on était sur de la face cam, face caméra. Donc là, on a un autre média qui est la synchronisation entre une caméra, une vidéo et un document. Sur le plateau technique de l'école hôtelière de Laval, si on est là, c'est pas anodin, c'est pour essayer de rompre avec des idées préconçues qui se sont étapes techniques de... Voilà, donc l'avantage, c'est que vous pouvez y ajouter des annotations dans la vidéo que vous avez réalisée, des annotations de texte pour présenter quelque chose. Vous pouvez y mettre des flèches, des liens web également, qui renvoient à une autre vidéo ou à un site internet ou à ce que vous voulez qui est en rapport avec le web. Vous pouvez y mettre des cadres, enfin c'est très simple d'utilisation. Je pense que Guillaume peut venir témoigner de son expérience. Il est mieux placé pour en parler. C'est lui qui a créé en totale autonomie, avec quand même notre accompagnement, et Ophélie, donc, qui est CSM chez nous, donc, qui accompagne les formateurs. Et je te laisse la parole, ce sera... Très rapidement, c'est vrai que la société SpeechMe nous a accompagnés sur les moyens techniques, donc on n'a pas rencontré de difficultés sur la construction technique de la capsule. La vraie difficulté, ça a été de construire le scénario pédagogique. Parce que là, SpeechMe n'apporte pas les réponses, c'est à vous de les donner. Donc là, en l'occurrence, il s'agissait de construire un atelier expérimental qui, normalement, se fait évidemment dans un atelier, à distance. Et la construction du scénario, je pense, répond à cette attente. Théoriquement, dans les tests, on va essayer de récupérer donc, les savoirs qui ont été transmis par la capsule, qui sont des savoirs expérimentaux, sur une cuisine pour qu'ils les mettent en œuvre. Donc il y a un vrai intérêt. J'ai entendu Philippe relancer l'atelier, enfin le module SpeechMe. Je vous invite vraiment à vous y inscrire parce que ça va démystifier les techniques de filmage, etc., qui nous posent problème. Et je précise un autre point, on ne le voit pas là, mais j'ai beaucoup utilisé le travail des élèves. En l'occurrence, cette capsule a été faite en formation initiale, donc avec des élèves, pour construire les vidéos, parce que ça me permettait de gagner du temps. Et puis, ils sont très forts dans dans les prises vidéo. L'émulsion se fait avec des ingrédients à température ambiante. Et là, je vais tester de faire une émulsion avec des ingrédients à température très froide.
Donc comme on peut le voir, l'huile commence à cristalliser. Donc elle a été à -4. Donc on va commencer à faire une émulsion. Donc là, c'est venu petit à petit, hein, l'utilisation des élèves, c'est parce que moi j'ai beaucoup galéré à faire mes prises de vidéo parce qu'on a envie que ce soit parfait, on se répète, on recommence, on refait, alors que eux, pas du tout. Hein, ils font ça en direct, ils sont habitués au live Facebook, il n'y a pas de problème pour eux. Et ça, je pense que voilà, les deux idées à retenir de la capsule, c'est le fait de construire un scénario qui est compliqué et intéressant, mais aussi le fait de se reposer sur nos habitudes, hein, utiliser les stagiaires adultes ou les élèves pour le faire. Voilà, je pense que Guillaume a bien résumé son expérience. Je pense que c'est le souhait du Greta aussi d'aller dans ce sens-là, d'impliquer les élèves, de rendre les choses plus simples pour un apprentissage innovant, créatif également. Là, on est en plein dedans. Et du coup, l'idée de pouvoir renouveler l'expérience et diffuser l'expérience de manière beaucoup plus globale afin que ce soit ensuite intégré à Clairvoline, effectivement. Et que tout se connecte ensemble. Donc la plateforme de création de SpeechMe va pouvoir être intégrée à Clairvoline en direct. Voilà, merci. Voilà, juste un dernier mot. Donc, nous avons affiché à la sortie de la salle un document papier sur lequel vous allez pouvoir trouver le lien pour aller consulter la plateforme sans code, donc c'est très très facile. L'idée étant que pendant une semaine, ce soit en accès libre et que vous puissiez consulter 7 capsules vidéo, sachant aussi qu'elles sont toutes construites différemment, et c'est là où c'était très intéressant ces échanges de pratiques, parce que chacun a des idées qui sont différentes évidemment du collègue, et chacun s'enrichit un petit peu des productions du groupe. Donc ça c'est vraiment important, ce travail collaboratif, et par rapport à tout ce qui est prise d'image, prise de son, il va falloir aussi se rassurer par rapport à ça, parce que autant là les collègues on les a vraiment on leur a demandé quasiment de se débrouiller pour la prise d'image et pour la prise de son, alors que maintenant vous avez vu les investissements qui ont été réalisés au niveau de la DAFPIC, donc maintenant nous avons du matériel perfectionné et qui en même temps ne vous sera pas remis à disposition si vous voulez vous lancer sur ce chantier-là sans mode d'emploi entre guillemets, et surtout sans accompagnement, c'est-à-dire que la DAFPIC a prévu une cellule d'accompagnement pour vous permettre enfin et vous filmer et prendre le son, donc cet aspect technique vous en serez déjà un petit peu allégé dans les premiers temps. Voilà. Juste pour vous dire que du coup les speeches sont aussi consultables sur tablette et mobile. Donc vous pouvez télécharger l'application mobile SpeechMe, flasher le QR code qui est tout au fond de la salle à l'entrée, et ça vous emmène directement sur les speeches. Donc c'est très simple d'utilisation. Bon, et puis, de tout dernier mot, je sais que le temps nous... Mais il ne s'agit pas évidemment de produire des gadgets à travers ce sont vraiment des capsules vidéo qui vont venir s'inscrire dans un parcours de l'apprenant. Et Guillaume l'a dit à juste titre, le travail qu'on a accompagné était vraiment très très riche, parce qu'on a pu mesurer la difficulté de construire le scénario, de construire un sommaire, et surtout de faire formaliser les intentions pédagogiques qui se trouvent derrière cette capsule vidéo. Et ça, c'est un travail vraiment sur le plan qui est très 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 intéressant, au-delà des techniques. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de produire quelque chose de joli qui ne servira à rien, qui effectivement c'est très joli, mais c'est bien des capsules qui vont s'inscrire dans des parcours d'apprenants et qui vont permettre aussi aux apprenants de travailler en toute autonomie, parce que c'est aussi ce qui est visé. Voilà, on en a terminé. Merci de votre attention. Dernier volet donc, du point d'étape sur notre projet Efficience, ça concerne l'accompagnement des équipes pédagogiques, parce qu'avoir du matériel c'est une chose, l'utiliser c'est encore autre chose, et avoir l'approche pédagogique pour une bonne utilisation du matériel, c'est encore une troisième chose. Donc la DAFPIC a mis en place avec le CAFOC un plan de formation, plan académique de formation lié au numérique, qui est mis en œuvre donc par le CAFOC. Je laisse la parole à Xavier Blais, directeur des études du CAFOC, et puis Béatrice Adam, donc consultante au CAFOC. Bonjour. Donc faire un point d'étape à double voie sur la mise en œuvre de ce plan académique, avec
une intention initiale qui était de faire en sorte que tous les collègues, d'où qu'ils partent par rapport aux questions numériques, eh bien, puissent suivre le mouvement et puis s'engager là dans la dynamique mise en place au niveau académique. On a eu une approche pragmatique pour construire ce plan de formation, c'est-à-dire on est parti de ce qui existait déjà en essayant de le centraliser dans un plan cohérent qui puisse accompagner au mieux le réseau. Donc on a construit ce plan en début 2017 avec 3 sources. La première, ça a été des modules construits sur mesure. Donc c'est le premier module, qui est un module multimodalité et numérique en formation, qui est un module socle, qui était dans notre esprit à destination de tous les collègues, avec l'idée que nous nous acculturions collectivement sur la question de la multimodalité en formation. Donc ça, c'était une création. Et puis on a pris appui sur quelques modules qui existaient dans l'offre standard du CAFOC de Nantes. Donc les modules 2, concevoir une séquence de formation, le 4, construire un dispositif de formation multimodal, le 5, diversifier les pratiques pédagogiques par l'usage du numérique, et puis le 6, concevoir un outil pédagogique multimédia. Donc ça, c'était des modules qui existaient déjà dans notre offre. Et puis nous sommes rapprochés des collègues de la DAFPEN, qui proposaient dans leur offre à destination notamment des enseignants et bien une offre numérique conséquente, importante. Et nous avons, en collaboration avec l'équipe de la DAFPEN, choisi quelques modules, pour la plupart installés sur leur propre plateforme, Magister, mais qui nous semblaient répondre à des besoins de notre réseau. Donc ce sont des modules qui portent sur la mise en œuvre d'activités sociales, dans le cadre de parcours multimodaux. Voilà, quelle activité sociale peut-on mettre en place quand on prend appui sur les capsules que vous venez de nous présenter. C'est aussi un module sur l'utilisation de la pédagogie inversée. C'est également la place des réseaux sociaux en formation, l'animation d'une classe virtuelle, et puis le module 3, la question de notre responsabilité de formateur par rapport au numérique. Voilà, avec l'idée qu'on ait chacune un usage responsable des technologies et de ce qu'elles permettent ou pas. Donc une offre constituée en 10 modules avec un catalogue qui a été diffusé et puis un premier point d'étape quantitatif au 28 août 2017, donc voilà, le mois dernier, avec, vous le voyez en bleu, le nombre d'inscriptions, c'est le nombre de stagiaires qui se sont inscrits sur les différents modules, donc au total 111, ce qui correspond physiquement à 85 collègues qui ont participé à une ou plusieurs formations. Donc après, ça fait un volume assez important, et puis vous voyez, quand on va dans le détail, on s'aperçoit que certains GRETA ont une approche extrêmement volontariste, avec voilà, une inscription massive des collègues sur tel ou tel module, et puis d'autres GRETA qui ont pu avoir une stratégie ou une approche un petit peu différente. Après, voilà, 3 mois et demi, 85 personnels formés, ou en tous les cas qui ont bénéficié de formations liées au numérique, et puis avec des sessions, quelques sessions qui ont pu être annulées, parce que trop tôt dans l'année, ou alors trop tard, trop proche de l'été. Mais globalement, pas de souci pour faire vivre et puis ouvrir ce plan de formation. La diapositive suivante, qui est les projections jusqu'à la fin de l'année 2017, avec là aussi un nombre de préinscriptions qui est à mesure, en tous les cas en tant que prestataire interne, tout à fait satisfaisant, 117 préinscriptions, sous-entendu, elles n'ont pas encore été validées toutes par les directions, ce qui correspond numériquement à 80 personnes physiques qui souhaitent s'engager dans le dispositif sur la fin de l'année. Donc ça, ce sont les données chiffrées qui sont disponibles, donc avec quelques modules qui fonctionnent très très bien, donc avec des problématiques même parfois de sureffectif qu'il faut gérer, d'autres qui sont un petit peu difficiles, mais en tous les cas, on essaie évidemment d'apporter on n'a pas le droit de ne pas apporter de réponse. Voilà, c'est le principe. J'ai souhaité, au-delà des éléments quantitatifs, donc, aussi donner la parole à ma collègue Béatrice Adam, qui est consultante au CAFOC, qui est notre référente ou correspondante pour Clara-Line Connect, et puis qui suit Efficient et le plan de formation de près. Et puis, je lui demandais de faire aussi un retour un peu qualitatif dans la position qui est la nôtre, le regard que l'on porte sur ce plan de formation, les retours qu'on peut avoir de la part des collègues apprenants,
Voilà, il me semble qu'il y a aussi dans notre processus interne à capitaliser et des enseignements à en tirer aussi à partir de ce plan de formation, des enseignements qui sont utiles pour notre avenir commun en matière de multimodalité dans nos pratiques. Béatrice, je te laisse apporter quelques commentaires qualitatifs que tu avais préparés. Merci beaucoup, Xavier. Moi, je souhaite déjà en introduction rapidement préciser qu'en fait, quand on a mis en œuvre ce plan de formation, l'objectif, c'était de vous faire vivre un dispositif multimodal. C'est-à-dire que le plan de formation, on a vraiment eu à cœur de proposer une variété de modules et une variété de dispositifs pour que vous puissiez toucher du doigt l'expérience d'un apprenant qui démarre un dispositif multimodal. Donc un certain nombre de nos modules que vous voyez affichés se font tout à distance. Pour deux d'entre eux, le module 2 et le module 3, tout à distance en individuel tutoré. Donc les apprenants travaillent en autonomie derrière leur écran avec un certain nombre de capsules d'auto-formation qu'on leur propose et ils sont accompagnés par un formateur, un tuteur qu'ils peuvent contacter et le tuteur généralement suit le parcours de formation pour s'assurer que l'apprenant évolue bien, progresse dans son parcours et n'est pas bloqué ou n'est pas parfois un peu désengagé dans son parcours, parce que c'est une des difficultés qu'on peut rencontrer dans des modules vraiment en auto-formation libre comme ceci. D'autres modules sont proposés en tout à distance aussi, mais sous une modalité un petit peu différente, parce que là on propose des regroupements qui se font en classe virtuelle. Donc des regroupements qui permettent de faire des points sur les apprentissages, de lancer ou de faire des synthèses sur des travaux collaboratifs et qui viennent ponctuer ainsi le parcours. C'est le cas par exemple, je suis en train de relire, c'est le cas par exemple du module 7, mettre en œuvre des activités sociales, du module 9 il me semble et du module 10 qui sont conçus de cette manière. On a deux autres modules qui, eux, sont complètement en présentiel. La multimodalité, on est bien sur l'idée de multitude et de combinaison d'un certain nombre d'approches pédagogiques. Le présentiel en fait partie. L'idée, c'est pas du tout d'aller sur du tout à distance. Hein. C'est bien de trouver quelles sont les approches les plus pertinentes par rapport à ces apprenants, par rapport aux objectifs pédagogiques qu'on a. Et enfin, on a d'autres modules qui, à l'intérieur même du module, proposent une variété d'approches et mélangent des temps en présentiel et des temps à distance, des activités en travail individuel, des activités en travail collaboratif. L'idée, et je rebondis un peu sur ce que disaient mes collègues précédemment, c'était bien de montrer qu'on a une variété de dispositifs et surtout qui doivent s'appuyer sur des scénarios pédagogiques. Et en fait, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette miracle qui marchera à tous les coups. On est vraiment là pour construire des scénarios, et c'est pas la partie la plus simple, hein, on entendait le témoignage de Guillaume, je crois, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est ça qui est intéressant. On est obligé de formaliser ses objectifs, formaliser son parcours, vraiment, et pour adapter au mieux en fonction de ses besoins. L'intérêt pour vous, apprenants, si vous suivez plusieurs modules, c'est que vous allez pouvoir voir, toucher du doigt différentes manières de le faire. Donc ça nous avait semblé intéressant de proposer cette variété-là. Et puis, c'est évidemment l'opportunité pour chacun de se faire sa propre expérience du multimodal, sa propre expérience du numérique, et puis comme on est dans la plupart des modules en groupe, de la partager avec ses collègues, de la partager avec ses pairs, et de construire à l'échelle académique une vision commune, et de partager aussi tout simplement un certain nombre de concepts et de vocabulaire clés. Alors, ça nous a permis à tous ensemble de toucher du doigt un certain nombre d'enjeux quand on met en place de la formation multimodale et numérique. J'ai ressorti quelques exemples qui vont peut-être parler à ceux qui ont suivi les modules. Un premier enjeu est lié à l'organisation du travail à distance. Surtout dans un contexte de formation professionnelle, vous êtes tous engagés dans vos activités professionnelles et travailler à distance sur son lieu de travail, ça veut dire trouver une salle isolée pour pouvoir se concentrer, ça veut dire pouvoir se détacher aussi de son activité quotidienne, des sollicitations de ses collègues, de son environnement. Et ça, on se rend compte que c'est pas forcément facile, ça demande une méthodologie, il faut s'organiser, planifier son travail. Et puis, une vraie difficulté au quotidien, on a pu planifier un temps et puis on a un collègue qui vient frapper à la porte du bureau parce qu'il y a une urgence. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer quand on conçoit des dispositifs multimodaux où nos apprenants seront dans leur lieu de travail, par exemple, pour faire le travail à distance.
Un autre enjeu qui est important, qui doit jamais venir, venir cacher l'objectif pédagogique. On est bien sur une démarche pédagogique, un parcours pédagogique, mais derrière, il ne faut pas se cacher qu'il y a des enjeux en termes d'équipement informatique, et il faut les prendre en compte, parce qu'on se rend compte au quotidien que ça peut créer un certain nombre de contraintes et de difficultés pour les apprenants. Typiquement, quand on est sur du numérique et de la distance, très souvent on va faire appel à des interfaces web, et ça veut dire que parfois il faut pouvoir télécharger un petit applicatif pour pouvoir lire, par exemple un prédit, puisque c'était quelque chose qui nous est arrivé la semaine dernière, ou pour pouvoir participer à la classe virtuelle, on va avoir besoin d'une petite extension de Flash. Et on se rend compte que dans certains contextes, dans certaines structures, les salariés n'ont pas les droits administrateurs sur la machine, peut-être tout simplement. Et ça, c'est vraiment des choses, les toucher du doigt en tant qu'apprenant, ça permet d'être conscient de ça, et puis peut-être d'anticiper, à l'échelle, nous tous, au niveau académique, d'anticiper sur ces choses-là, et puis d'essayer de trouver des leviers, d'intégrer ça dans notre réflexion. Un autre intérêt de varier comme ça les dispositifs, c'est aussi de pouvoir varier les activités, de pouvoir varier les outils numériques qu'on propose pendant nos modules. Du coup, de les approcher en tant qu'apprenants, donc de se rendre compte que finalement c'est peut-être pas si compliqué que ça. Dans certains cas, on se faisait on pensait que ça allait être difficile, peut-être de proposer à des apprenants un certain nombre d'activités, ou on pensait pas à un certain nombre d'outils, et puis on se rend compte parce qu'on se les approprie d'abord en tant qu'apprenant, avec un engagement qui est un petit peu moindre, on a le droit de se tromper, on peut expérimenter, on voit ça à l'œuvre, et c'est une manière d'acquérir, d'enrichir son expérience personnelle du numérique, et puis aussi de discuter avec ses collègues, parce qu'on se rend compte dans tous les temps de regroupement, que ce soit en classe présentielle ou en présentiel, que tous nos collègues ont beaucoup de choses à apporter, ont déjà des pratiques. C'est aussi ça, c'est se rendre compte qu'on a tous, on part pas de zéro, on a tous des pratiques en numérique, et on a presque tous des pratiques, même quasiment multimodales, parce que déjà, pour un bon nombre d'entre nous, on met parfois des ressources à disposition avant le cours ou après le cours, on communique avec ses stagiaires à distance. Donc déjà, on a des pratiques sur lesquelles on peut s'appuyer. Et de traverser ce module, de traverser ce plan de formation permet peut-être de se rassurer et puis aussi d'identifier des gens autour de nous qui vont pouvoir nous accompagner et nous aider. Oh, excusez-moi, je m'étale un peu. Donc, les retours aujourd'hui, ce qui a été apprécié et ce qui est apprécié, c'est vraiment le fait que ce soit une structure multimodale, donc de pouvoir tester, d'avoir l'opportunité de tester ça, c'est ce que je vous disais. La partie animation et accompagnement a toujours été aussi importante, notamment pour la partie technique, mais pas que. C'est aussi la partie pédagogique et toutes les activités qu'on crée là-dessus. La dynamique de groupe aussi a toujours été appréciée. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, ça permet aussi de démarrer les échanges. On a, suite au retour, déjà fait un certain nombre d'ajustements. Parce qu'on se rend compte que quand on imagine dans son scénario des activités à distance, on estime des temps, par exemple, des temps de réalisation, et puis dans la réalité, parfois on a été un peu optimiste, parfois pessimiste, donc on a besoin de réadapter ça, et nous on a réadapté un certain nombre des ressources notamment qui étaient proposées, on a diminué dans certains cas des ressources, dans d'autres cas on a ajusté des activités, les groupes étaient parfois pas assez... la dynamique de groupe n'était pas encore créée parce qu'on démarrait sur un système un peu de pédagogie inversée et on demandait des activités d'écriture notamment sur des forums, de se positionner, de réagir, et on se rend compte que c'est difficile quand le groupe n'est pas formé de déjà s'engager, d'écrire, de se révéler. Donc on a parfois reculé ça dans la progression pédagogique en se disant ce serait plus judicieux. Et pour faire plus court, je vous dirais que en termes d'enseignement, ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'il faut être vigilant sur le dispositif technique, essayer de le simplifier au maximum. Et Claroline en est un des exemples, essayer de trouver une plateforme unique sur laquelle le stagiaire va pouvoir se connecter et essayer d'intégrer le maximum de choses à l'intérieur. On se rend compte que dès qu'on va proposer d'autres outils, on a un risque de perte de l'apprenant. S'il faut qu'il se réidentifie, qu'il trouve une autre URL, ça peut être compliqué. Un autre enseignement, c'est qu'il faut bien penser les appuis techniques. C'est lié à ce que je disais sur les équipements informatiques. Et donc, essayer de trouver des leviers
pour pouvoir simplifier la vie au maximum, que ce soit localement avec un tutorat technique, par exemple aussi au niveau académique pour surveiller est-ce que les machines sont vraiment bien préparées pour qu'on puisse les laisser aux apprenants et qu'ils puissent profiter des activités qu'on leur propose. Être clair aussi sur le temps de travail qu'on demande à distance, parce qu'on sait que c'est pas facile. Il faut l'isoler, il faut trouver ce temps-là, donc il faut être assez clair dès le démarrage de la formation et au moment de la communication. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que j'ai pas été trop long. Est-ce que Xavier, tu penses que... L'étape d'après pour nous, c'est de finir 2017 et puis là, dans les semaines qui viennent, commencer à penser un plan de formation complémentaire pour 2018 en prenant appui sur l'état d'avancement des différentes productions. Et en complément des soutiens techniques et des formations que peuvent amener très techniquement et opérationnellement les prestataires. N'est-ce pas, madame ? Je profite, puisqu'on fait référence à la nécessaire compétence pour l'utilisation des outils, de vous présenter Daniel Grondin qui a rejoint le pôle informatique, si tu veux bien te présenter à la salle, voilà. Donc qui a rejoint le pôle informatique aux côtés d'Arnaud Kramrich et Arnaud Maillard, et donc qui a plus en charge la conception d'outils, l'accompagnement des équipes dans les Greta, en lien avec, évidemment, sous l'animation de Sébastien Callot. Voilà. Nous allons passer donc au point suivant, qui est donc un point sur la réalité virtuelle en formation professionnelle, avec un retour d'expérience qui va nous être présenté par M. Renaud. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc j'ai une petite demi-heure en fait pour vous parler de notre retour d'expérience sur la réalité virtuelle immersive. Au cours de ces dernières années, ça nous a pris quelques années pour réaliser tout ce qu'on a réalisé, et le travail n'est pas terminé, hein, il se poursuit encore cette année. Il y a encore beaucoup de choses à faire si on veut poursuivre notre travail. Ça ne marche pas. Donc voilà, on a travaillé à partir d'outils qui sont un masque réalité virtuelle et puis un KEV. Que je vous présenterai rapidement tout à l'heure. L'idéal pour bien découvrir ces outils, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est de s'immerger, c'est vraiment d'essayer ces outils pour voir quel en est l'intérêt pédagogique derrière. Ensuite, rapidement, on regardera un petit peu la genèse et ce que l'on a fait dans l'Académie de Nantes, l'écriture des différents scénarios pédagogiques. Du coup, nous, on s'est attelé à commencer par écrire ces scénarios pédagogiques, ce qui, je rejoins les collègues, n'est pas une mince affaire. Et puis, on verra un peu les différentes plus-values de la réalité virtuelle immersive pour mieux évaluer la maîtrise des tâches et pour mieux appréhender la manifestation des compétences, quel que soit le référentiel. Alors, le masque, le casque de réalité virtuelle, il procure pas mal d'émotions à ceux qui l'utilisent. On est complètement immergé, on est enfermé un petit peu sur soi-même, hein, on est à l'intérieur d'un environnement. On ressent pas mal d'émerveillement par rapport à ce que l'on vit. C'est des situations que l'on peut créer qui peuvent être inédites, qui ne peuvent être jamais vécues. Voilà, par exemple, des notions de vertige. Si on immerge des apprenants dans un environnement où il y a le vertige, on est vraiment complètement immergé et on ressent exactement les sensations que l'on sentirait en réel. Donc c'est assez impressionnant. Hein, on a déjà eu l'expérience de pouvoir tenir des personnes qui tombaient parce que la sensation vraiment d'être dans le réel. Donc on vit vraiment des choses assez intéressantes. Il a été prouvé qu'il y avait eu de nombreuses études ont fait qu'il y a eu une bonne mémorisation quand on vit la situation au travers d'un masque de réalité virtuelle. Et du coup, on a eu un impact plutôt durable sur ce que l'on vit et sur ce que l'on ressent. Autres outils que l'on utilise et qui sont présents dans nos établissements, c'est le KEV. Donc c'est un environnement cubique dans lequel il y a 4 écrans, 3 sur les côtés et 1 au sol. La différence par rapport au masque, c'est que le masque, on est complètement immergé. Si on regarde en haut, on va voir une vision en hauteur. Si dans le KEV, on n'a que les écrans, on a des lunettes 3D
et on est immergé que à l'endroit où il y a les écrans. Donc en fait, les applications sont différentes. Le masque, on est enfermé un peu sur soi-même. L'avantage du cube immersif, c'est qu'on peut interagir avec les apprenants à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut rentrer, nous, formateurs, dans le cube immersif et on peut accompagner ces apprenants. Donc ça, c'est intéressant sur certains scénarios, comme le pilote de ligne de production que je vous présenterai tout à l'heure. Par contre, dans mon établissement, il y a une formation éolien. Il est clair que l'éolien, il faut qu'on puisse regarder en hauteur dans tous les sens. Et à ce niveau-là, le masque est beaucoup plus important pour avoir des notions de hauteur et de vertige. Donc en fait, les applications sont un petit peu différentes. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, la vidéo. Je ne sais pas si on peut baisser le son un petit peu de la sonorisation, c'est un peu fort, je trouve. Non, ça marche pas. Non. C'est vraiment fort. Non, ça marche pas. Donc voilà, on voit une personne qui s'immerge dans le cube immersif. Donc il est équipé de lunettes avec des petites constellations qui lui permettent de tracer en fait le parcours de sa tête. Et puis il a des manettes, alors souvent 2 manettes, une main droite et une main gauche, qui permettent aussi de le localiser au niveau de ses mains. Donc voilà, on le voit interagir dans le cube immersif. Il choisit des activités en fonction de ce qu'il a à faire. Et puis voilà, il a une vue en 3D. Il est immergé dans un environnement que l'on a préalablement défini, qui est en lien avec le scénario que l'on développe. Alors je ne vais pas passer toute la vidéo, hein, ça va être un peu long. Le principe, voilà, hein, c'est qu'il a il a des éléments à prendre en compte. Il a une petite tablette virtuelle qui lui donne des informations sur ce qu'il a à faire. Voilà, donc il suit son scénario au fur et à mesure de l'avancée de l'opération. Donc voilà un exemple d'immersion dans un cube immersif. Donc pour les outils, rapidement, voilà ce qu'il en est actuellement. Il y a deux autres outils qui sont utilisés, qui se développent aussi en ce moment, c'est les simulateurs. Alors les simulateurs, c'est un petit peu différent, ça reproduit toute la gestuelle et toutes les commandes de la machine que l'on veut utiliser. Par exemple, une machine de travaux publics, on va reprendre toutes les commandes. Et puis la réalité augmentée qui, elle, est une technique permettant d'insérer en temps réel des éléments sur une vidéo filmée en réel. Donc ça, ce ne sera pas l'objet de la présentation, mais c'est des outils qui existent. Donc le parcours de la RVI dans l'Académie de Nantes, ça a été des visites de découverte, hein, il y a quelques années, 3-4 ans maintenant. Ça a été l'écriture d'un premier scénario en pilote de ligne de production et en MEI. Suite à ça, on a mis en place un plan de formation pour faire découvrir aux différents enseignants de l'Académie les outils qui existaient en réalité virtuelle et ce qu'on pouvait y faire. Et il s'avère que des collègues ont eu plein d'idées, ce qui a généré d'autres idées de scénarios et qui a pu rentrer dans d'autres filières et d'écriture de scénarios comme il vous a été présenté tout à l'heure. Bien sûr, on a été en partenariat avec des entreprises pour la création. Hein. Nous, on écrit les scénarios, mais on n'est pas apte à écrire à programmer et à mettre en place le monde virtuel. Donc on travaille avec des partenaires. Suite à ça, comme il y a eu l'écriture de plusieurs scénarios, il y a eu l'écriture d'un cahier des charges commun. Ce cahier des charges a été l'inspiration de collègues pour l'écriture de scénarios. Et puis donc il y a des scénarios engagés. À côté de ça, plusieurs projets. Hein, on a pu communiquer à travers les travaux académiques mutualisés au niveau lycée professionnel ou au niveau national. On a participé aussi à un projet Virtualim pour essayer de développer un petit peu la réalité virtuelle immersive. Et bien sûr, on fait partie du projet Efficient.
écrire un scénario en réalité virtuelle immersive, quels intérêts? On a un petit peu défini que c'était comme un troisième lieu de formation. C'est-à-dire qu'en lycée professionnel, on va avoir le lycée, le lieu le plateau technique, et puis on va avoir aussi l'entreprise. Et puis on s'aperçoit que ce troisième lieu de formation est intéressant pour définir des situations qui vont être difficiles à reproduire dans ces deux autres lieux de formation, à savoir le lycée ou l'entreprise. Un exemple, en maintenance, la discipline dans laquelle je suis, quand on fait une réparation de machine, on peut dépanner une machine dans l'atelier sans aucun problème, on est dans un confort, on est dans un atelier, la machine n'a pas de fonctionnement particulier de production. Par contre, le cœur du métier, c'est lorsqu'on dépanne un système dans une entreprise et qu'on est responsable ou agent de maintenance, forcément il y a la production et il y a une pression de la production. Et en fait, on avait des difficultés à former nos élèves justement à réagir à cette pression du monde de la production. Donc pouvoir les mettre dans des situations où il y a un avatar, où il y a quelqu'un qui vient en permanence le déranger dans son processus de diagnostic, ça nous semblait intéressant de pouvoir travailler sur ce genre de situation. Donc les situations difficiles à reproduire dans nos établissements, on en voit un intérêt justement à la travailler en réalité virtuelle immersive. L'avantage aussi de créer des situations en réalité virtuelle, c'est de faire varier la complexité de la tâche. C'est-à-dire que l'élève peut travailler sur une tâche et puis on peut lui refaire faire la même activité avec un niveau de complexité un petit peu différent. On peut enchaîner les scénarios et on peut faire des évaluations formatives, rentrer dans une démarche d'évaluation également. Bien sûr, les situations qui sont aussi tout de suite venues à l'idée des collègues qui ont travaillé, c'est la réalisation de tâches professionnelles à risque. Tout ce qui est lié à l'habilitation électrique, pouvoir rentrer dans cette démarche de risque, aller jusqu'à l'accident dans la réalisation de la tâche. La traduction en RVI, donc on a défini plusieurs univers, une recontextualisation de situations de référence, ça nous a semblé important, une reprise soignée du cœur de la situation de référence et laisser à l'apprenant la possibilité donc de rejouer la situation. Quand on a monté nos différents scénarios, on s'est bien sûr appuyé sur la formation professionnelle, on s'est appuyé sur les référentiels du diplôme. Mais il y a aussi plein d'autres référentiels qui viennent en superposition, à savoir par exemple le référentiel de la formation à la prévention des risques électriques, qui nous semble important dans la formation professionnelle et en industrielle. Donc on a pu associer à nos référentiels de diplôme différents référentiels métiers, mais également les composantes de programme. J'ai entendu tout à l'heure associer l'enseignement général, ça a été un travail que l'on a fait là, sur les travaux académiques mutualisés, ça a été très productif d'associer l'enseignement général à la rédaction des scénarios pour intégrer au vécu des scénarios de l'enseignement général de façon à ce que l'exploitation pédagogique derrière puisse se faire aussi en enseignement général. Et puis bien sûr, ça rentre dans les parcours qui sont développés tout au long de la formation, un parcours avenir, parcours citoyen, parcours santé et artistique et culturel. Donc, voilà. Donc bien sûr, les plus-values par rapport à l'évaluation des apprentissages, de leur progressivité, on enchaîne les scénarios, on réalise des évaluations formatives, on peut presque aller jusqu'à l'évaluation certificative sur certains scénarios, on a essayé de l'écrire. L'avantage de pouvoir travailler sur la réalité virtuelle, c'est qu'on a une possibilité d'interrompre l'action. C'est-à-dire que si on veut apporter une information à la personne, enfin à l'apprenant qui est en réalisation, on peut interrompre, on peut lui apporter des éléments, on peut lui permettre de refaire l'action s'il s'est trompé. L'avantage aussi, c'est que l'outil informatique nous permet d'enregistrer en direct ce que l'apprenant fait, et on peut revisionner avec lui cette scène. Et on peut rejouer l'activité, rejouer entre guillemets bien sûr, mais on peut rejouer l'activité avec lui pour corriger éventuellement des éventuelles erreurs qu'il aurait pu commettre sur son activité. L'intérêt primordial aussi pour nous, c'est le retour réflexif qu'on va faire par rapport à l'activité qu'il aura vécue. Dans l'enregistrement, on n'enregistre pas la personne dans le CAM, on enregistre l'avatar de la personne dans la situation immergée.
C'est un intérêt aussi, nous, pour nos jeunes qui sont dans une phase d'adolescence, des fois parfois compliquée sur le retour sur l'image. L'avantage de pouvoir revisionner un avatar plutôt que la personne en elle-même, on en voit un grand intérêt. Donc ça, c'est vraiment des éléments pour nous qui sont primordiaux. Donc travailler l'après-coup, l'analyse, le retour sur l'action, pour nous, c'était quelque chose d'essentiel. Donc soit par la visualisation du scénario de l'élève, qui sera représenté par un avatar, soit par un bilan d'activité que peut générer le scénario. On s'est rendu compte là, récemment que si on écrivait de façon plus fine les scénarios, on pouvait cibler, et je vous le présenterai après, ce que l'appareil, l'ordinateur peut véhiculer à travers le scénario et ce que l'apprenant, le formateur peut apporter à l'apprenant. Et puis la multitude des scénarios et des contextes professionnels fait que l'élève va rencontrer plein de situations différentes, des situations auxquelles il pourra être confronté dans la vie professionnelle future. Donc ça lui permet de le préparer concrètement à la vie professionnelle. Donc au travers de ce retour d'activité, on a imaginé 2 pistes pour l'évaluation de la situation vécue, à savoir le compte-rendu, ce que trace automatiquement le système de réalité virtuelle, et puis ce que va apporter le formateur à travers un entretien d'autoconfrontation. Donc le premier, c'est le quoi de la tâche, ce qu'il fait, et puis comment il a fait cette tâche. Donc ça nous a amené à changer un peu notre façon d'écriture. Hein. La première partie de l'écriture, les premiers scénarios écrits étaient sous forme assez littérale, assez simple, et on s'est aperçu qu'en reprenant une tâche, on pouvait décrire le prescrit de la tâche, on pouvait décrire le comment de la tâche, le quoi de la tâche. Donc on est rentré dans une écriture beaucoup plus fine, ce qui nous permet de, à partir du référentiel, donc des situations professionnelles, du RAP, de pouvoir définir ce qui est prescrit, à savoir dans le RAP, l'activité, le quoi de la tâche que l'élève va faire dans le scénario, et puis ce que va donner le simulateur par rapport à ce qu'il aura fait. C'est-à-dire qu'on a listé exactement ce que l'apprenant était en mesure de faire dans le scénario et comment l'outil va pouvoir nous retracer et nous ressortir ce qu'il a réellement fait à travers la situation qu'il aura vécue en réalité virtuelle immersive. Ce qui permet, et ça avait été plus ou moins vu au départ, ce qui permet de pouvoir sortir une sorte, entre guillemets, de bilan de compétences sur la tâche que l'élève aura réalisée dans le simulateur à travers la situation qu'il aura vécue. Donc ça, c'est encore des choses expérimentales, mais l'image que vous voyez sont des choses réelles qui se ressortent de l'outil de réalité virtuelle immersive. Mais bien sûr, ce que l'élève aura fait peut être tracé. Par contre, comment il le fait, le prescrit, en lien avec le référentiel de certification, c'est plus complexe. Donc on a essayé de cibler à travers notre scénario pédagogique et en lien donc avec le référentiel de certification, le comment de la tâche, c'est-à-dire comment il doit réaliser cette tâche. Mais là, si on veut le savoir, il faut qu'on interroge l'apprenant, le questionner, après, a posteriori, son activité, de manière à ce qu'il puisse nous expliquer comment il est intervenu sur la situation. L'avantage, c'est qu'avec la vidéo et l'avatar qui l'aura suivi, on peut lui remettre l'image sous les yeux de façon très simple pour essayer qu'il comprenne et qu'il nous détaille un petit peu comment il a réalisé cette tâche. Donc voilà, ça nous amène à des documents qui sont quand même relativement complexes, mais dans le projet efficient, on se dirige vers une rédaction des scénarios de ce type-là. C'est-à-dire qu'on essaye de cibler sur chaque tâche que l'on demande, on essaye de cibler exactement ce que l'on souhaite. Alors c'est un avantage pour nos partenaires, c'est que le partenaire, quand il regarde le scénario et qu'il lit et que tout est bien détaillé, pour lui ça devient très simple de programmer et de réaliser le scénario en fonction de ce que l'on aura défini. Sachant que lui, celui qui va programmer, n'est pas forcément un spécialiste du métier. Donc il faut vraiment qu'il comprenne tous les enjeux et tous les éléments du métier. L'écriture des scénarios donc, nous a impliqué une description fine de l'environnement de travail, apporter des vidéos, faire des visites d'entreprise, voilà,
créer des partenariats avec des entreprises pour essayer de filmer dans les entreprises les environnements. Ça a été un point important. On est obligé de rentrer dans une description précise du script et du scénario, et vraiment là, c'est vraiment pas simple. Même les écrits qu'on a fait il y a quelques temps, on y revient maintenant et on remodifie des éléments. Il faut qu'on soit clairement en lien avec les textes de la formation de référence. Et il est évident que l'on fait de nombreux allers-retours entre les partenaires, c'est-à-dire les programmeurs, les entreprises. On est sans arrêt en train de faire des allers-retours pour être au plus précis. Comme je vous disais tout à l'heure, dans un projet TRAM que l'on a fait l'an passé, on a associé l'enseignement général et ça a vraiment été très 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 intéressant. On a aussi pu associer différentes disciplines, à savoir par exemple la maintenance et puis la partie gestion j'ai perdu le nom, l'aide à la personne. Voilà. Donc c'est intéressant d'avoir un environnement commun sur 2 disciplines et en y associant aussi l'enseignement général. Donc voilà, et puis bien sûr, ça se met en œuvre avec différents publics d'apprenants. Et voilà. J'en ai terminé. Je vous remercie de votre écoute. J'ai été assez rapide. Je ne vous ai pas passé les vidéos. On a 3-4 minutes là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle que vous souhaiteriez poser à M. Renou? Oui, je vous en prie. Comment les stagiaires s'approprient ce mode d'apprentissage? Comment ils s'approprient ça, les stagiaires? Alors les expériences que l'on a pu mettre en place récemment, les stagiaires, alors les adultes, il y a les adultes et puis il y a les jeunes, l'outil informatique, la manette qu'ils ont dans la main, dans le kev ou dans le masque, pour eux ça pose aucun problème. Ils réagissent tout de suite avec ça. Les adultes c'est un peu plus compliqué, mais même nous, quand on a essayé la première fois c'était un petit peu plus compliqué. Faut un apprentissage, c'est clair, on ne va pas les mettre dans un scénario tout de suite, il va falloir un apprentissage pour leur donner l'environnement. Donc on est en train de mettre ça en place, c'est-à-dire qu'on va leur faire des petites activités qui leur faire découvrir l'environnement. Une fois qu'ils auront découvert, qu'ils se seront habitués aux manettes, qu'ils se seront habitués au déplacement, alors là, ils pourront faire un scénario vraiment pédagogique. Après, on se rend compte par exemple que dans un cube immersif, le jeune va rester statique, il ne bouge pas. Alors que l'adulte, il va chercher à se baisser, à bouger un peu plus. Voilà. C'est des choses qu'on a observées. Maintenant, on a une maigre expérience, on commence à avoir les outils dans nos établissements, donc on commence à mettre à la fois les adultes et les élèves dans ces environnements virtuels. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, j'invite M. Marcel Lebrun à nous rejoindre pour la dernière partie de la matinée. Donc, jusqu'à 12h30, M. Lebrun va pouvoir intervenir sur l'exemple de la classe inversée et bien d'autres choses également. Et durant son intervention, je vous invite à pouvoir identifier des questions, puisqu'on aura une période d'échange et de questions-réponses avec M. Lebrun. Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'avoir été invité dans votre académie, votre région, pour pouvoir m'exprimer et surtout échanger avec vous. C'est un grand honneur que vous me faites. Voilà, je suis toujours content de rencontrer des enseignants, ce que je suis d'abord. Je suis d'abord un enseignant dans mon université qui essaie maintenant déjà depuis pas mal d'années de travailler, de regarder, d'examiner les effets des technologies dans l'enseignement et dans la formation. Alors, je trouve toujours important, et je dis ça à mes étudiants également, quand on vient comme ça, parmi des tas de personnes que je ne connais pas du tout, c'est important de dire, non pas qui on est, sa vie, etc., mais un peu d'où je parle. Pourquoi je vais vous parler comme ça du numérique? Est-ce que
Est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup lu? Est-ce que parce que j'ai fait des études dans ce sens-là? Que sais-je? Alors, pour aller quand même très brièvement, et vous le verrez dans mon propos, initialement, moi j'ai fait des études en sciences exactes, donc je suis physicien, de la bande des physiciens, comme je dis souvent. Un physicien qui, à l'époque, quand j'ai commencé mes études, était très intéressé par la science, oui, ça va de soi, mais surtout par comment les hommes construisent leur savoir, finalement. Dans mon adolescence, j'avais lu, les plus anciens s'en souviendront, des petits livres marabouts. C'était des petits livres jaunes où on avait des biographies de grands savants, etc. Marie Curie, Albert Einstein, enfin Fleming, tous les autres. Et je me disais, mon Dieu, que ces gens-là, finalement, comprennent le monde, aidés au travers de cette science, le mot est très général, son prochain. Et puis, voilà, je me suis retrouvé en physique et je dois vous dire, j'ai très bien réussi. J'ai fait un doctorat dans les particules élémentaires au CERN et tout. C'était pas le problème, vous savez, quand on comprend les maths, on peut y aller, hein, il n'y a pas de souci. Mais j'étais quand même frappé que ça avait commencé dans le secondaire. On me parlait des lois de Kepler, de l'équation de Schrödinger, du théorème de Fermi, et jamais des gens. Qui c'étaient ces gens-là dont on connaît le nom, hein, équation de Schrödinger, Kepler, etc. Et ça m'a fait quand même frapper beaucoup. Toujours est-il qu'après mon doctorat, on est en 82 là quelque part, de nouveau les plus anciens, hein, j'ai cet âge, je peux dire ça, j'ai découvert les micro-ordinateurs. Alors rassurez-vous, ce n'étaient pas les machins qui sont ici sur la table, c'était une sorte de boîtier clavier relié à une TV, hein, pas un moniteur LCD, à une télévision, il fallait donc tuner, un cassettophone pour enregistrer les programmes. Et on croyait déjà à cette époque-là que ça allait révolutionner l'enseignement. Comme j'étais quand même un peu enseignant dans l'âme, je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce truc-là. L'informatique, je connaissais, donc je savais programmer en BASIC, en Pascal, j'ai fait des applications avec toutes sortes. Et là, j'ai découvert l'humain face à la technologie, quelque part. Hein. Des enseignants déjà du secondaire hein, qui travaillaient avec moi. Certains en revenaient, ils avaient essayé les logiciels dans les classes en me disant « c'est fantastique, les élèves ont travaillé comme jamais, ils ont collaboré, ils ont essayé des trucs ». Et d'autres enseignants qui me disaient « ah non, hein, plus jamais, hein. Il y en a un qui est arrivé avec une cassette de jeu, et ça, voilà, ça a dégénéré complètement ». Et là, finalement, je me suis dit « tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai découvert cette chose... c'est pas moi qui ai dit cette phrase, c'est un mentor, comme on dit, qui m'a introduit un petit peu aux sciences de l'éducation et qui m'avait dit ces mots très frappants qui vont quand même colorer mon propos. Marcel, tes étudiants, ce ne sont pas des particules élémentaires. Et beaucoup d'enseignants y croient ça, hein, avec leur fluide magnétique, la connaissance qu'ils ont là vont se retrouver dans la tête de leurs élèves, et voilà, ils auront appris, et je ne sais pas comment ils font, les humains, ils ne se rendent pas compte que ça ne marche pas. C'est extraordinaire. Donc ça, c'était quand même une révélation de rencontrer des humains derrière mes étudiants, tous différents, avec des intérêts variés, qui venaient pour des tas de choses différentes, etc., qui n'étaient pas toujours intéressés par les cours. Ils avaient des styles d'apprentissage différents, hein. Je voyais bien certains, ils étaient plutôt dans « allez, arrêtez de nous embêter avec des travaux de groupe, des réalités immersives et tout ça, dites-nous ce que vous avez à me dire et laissez-moi tranquille ». Et d'autres qui étaient plutôt dans « laissez-moi faire, dites-moi 2-3 trucs, mais j'ai envie d'expérimenter par moi-même ». Et là, évidemment, on a quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que la physique nucléaire, qui est vraiment l'étude de ces humains et de comment il apprend, et c'est ça qui m'a fasciné. J'ai très tôt travaillé dans l'accompagnement pédagogique des enseignants. Dès 1995, mon institut, qui maintenant s'appelle Louvain Learning Lab,
pensez très bien. Hein. Avant, ça s'appelait Institut de pédagogie universitaire et des multimédias. Vous avez vu comment les mots ont changé, mais enfin, je fais environ le même métier. En 2000, peut-être certains ne le savent pas, j'ai entendu beaucoup parler de Claroline Connect. Je suis le papa de Claroline. Un truc que j'ai inventé avec d'autres. Hein. On ne fait jamais ça tout seul. Parce que c'était l'époque où on commençait à avoir des dépôts de documents, des forums, des exerciceurs, et tous ces outils étaient séparés. Hein. Il y avait un outil pour le forum, un outil pour les exercices, etc. Et on s'est dit, on va faire une plateforme. Alors, rendez-vous compte, on est strictement en 2000, on était quand même, c'est quand même triste en francophonie, hein. C'est toujours les bazars des anglo-saxons qui l'emportent. À l'heure actuelle, c'est exceptionnel. Ici, vous travaillez avec Claroline Connect, bravo. Mais partout ailleurs, Moodle, quoi. Qui est né quand même 3 ans après. Alors, tout le monde connaît Moodle, Claroline, dans quelques lieux, et les gens en sont fort contents. Et donc voilà, je vais continuer à m'intéresser par le rapport entre le numérique et l'humain. Et il y a ce mot qui est très galvaudé, hein, innovation. Vous devez être innovant, vous devez être créatif. Ben non, vous devez aussi fonctionner, remplir vos devoirs, etc. Et donc, moi, mon propos, et pourtant j'aime ça, vous savez, le numérique, j'adore, j'ai des tas de gadgets et tout. Je suis ceux qui font la file dès 6 heures du matin devant les magasins pour être sûr d'avoir la petite nouveauté. Mais malgré tout, quand on travaille dans des domaines comme l'éducation et tout ce qui concerne, j'ai envie de dire, l'institution, hein, le caractère plus formalisé, prudence, tel est mon mot. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester. Monsieur Lebrun, vous nous parlez de telle technologie. A-t-on déjà des résultats qui prouvent que ça marche? Aïe, ces humains qui voudraient déjà avoir les résultats avant d'innover, quoi. Mais ça bloque complètement le système. Il faut oser expérimenter. Et ici, déjà, ce que j'ai entendu dans votre académie, etc., il y a pas mal de gens qui osent expérimenter, pas pour faire tout et n'importe quoi de nouveau. Alors, l'innovation, pour moi, c'est quelque chose qui doit être considéré de manière systémique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce bazar-là? C'est que nous avons encore une vue, figurez-vous, marquée par peut-être une idée scientifique d'il y a quelques siècles, le déterminisme laplacien. On va bien isoler une variable, on va agir sur cette variable en espérant qu'elle ait des gros effets sur le système. Oui, ça marche en physique, une balle, une bille descend un plan incliné à 45 degrés, calculer la vitesse, il y a une réponse, voilà. Malheureusement, dans des systèmes complexes qui sont des systèmes relationnels, hein, finalement, chez les humains, ce truc-là, ça ne marche pas, et vous verrez tout à l'heure que les résultats que nos collègues de sciences de l'éducation trouvent en essayant de bien isoler la variable une telle, hein, la contextualisation de la tâche et regarder l'effet sur l'apprentissage, ça ne marche pas parce que c'est multifactoriel l'apprentissage. S'il y avait une façon de faire, ça se saurait, et malheureusement, on ne l'a pas encore tout à fait déterminé. Alors, une approche systémique qui doit tenir compte de plusieurs variables. Comment fait-on ça? En expérimentant et surtout en échangeant avec les collègues, en regardant la variété des approches et des effets au travers de communautés, pas dans des labos, quoi. Hein. Rappelez-vous, les élèves ne sont pas des particules élémentaires et les profs non plus. Alors, le changement, est-ce qu'il est utile? Doit-on changer? On verra tout à l'heure qu'on a intérêt à changer et très rapidement. Hein, la théorie de l'effondrement général, je commence à y croire de plus en plus en croyant au début que c'était de la bêtise. Je pense qu'il nous reste peu de temps, en fait. Je vais vous dire pourquoi. Alors, l'innovation, en tout cas, elle commence par des germes, hein, des pionniers, c'est clair. Des gens qui ont déjà essayé. Ils ont une vision personnelle forte, mais eux tout seuls, ils n'y arriveront pas, elle doit être partagée dans des communautés.
ça me permet d'introduire ce qu'est une innovation. Beaucoup de personnes me disent « Mais monsieur Lebrun, la classe inversée, ça existe depuis longtemps. D'ailleurs, j'ai eu un prof en 1972 qui... » Ouais, vous en avez vu un. Combien d'autres? Ben, pas vraiment. Ok. Là, c'est pas une innovation, c'est une expérimentation, un essai ou quelque chose comme ça. Une innovation, elle passe du pionnier à des têtes de pont, c'est-à-dire des groupes qui se mettent ensemble pour expérimenter, comme je l'ai dit, et finalement, si tout va bien pour l'innovation, une pratique institutionnelle ancrée. Autrement dit, il y a une contamination dans le système. Ça, c'est le signe d'une innovation. Sinon, on n'est que dans un essai. On dit Célestin Freinet préconisait déjà. Tout le monde connaît son nom. Et évidemment, il faut le reconnaître. Mais est-ce que les pratiques de Célestin Freinet ont tant que ça percolé dans le système? Alors, ça va nous demander des compétences, c'est-à-dire de l'énergie et du temps. Hein. Vous voyez, j'utilise des mots de la physique. Ben oui, apprendre, il faudra qu'on le redise et qu'on le redise. Ça demande du temps et de l'énergie. De la collaboration des structures intermédiaires. Et je vois ici qu'en France, les nombres de structures qui sont mises en place pour mutualiser, pour analyser, pour partager, etc., sont en train de se développer. Et finalement... des freins et des contraintes. Les grognons sont nombreux, je dis souvent ça, et j'ai un grand sourire hein, quand je dis les grognons. Mon Dieu, qui sont utiles, les grognons, parce qu'ils évitent quand même à ces pionniers qui parfois font tout et n'importe quoi d'aller trop loin. Donc ils sont un peu nos garde-fous, hein, au sens vraiment très fort du mot, et aussi pour que l'innovation fonctionne, des espaces de liberté, des marges de liberté. C'est dans de tels espaces que l'on innove et donc que l'on apprend. Pour moi, le processus d'apprentissage est un processus d'innovation à échelle personnelle. On innove dans ces structures cognitives, on les transforme, ça demande du temps et de l'énergie, ça demande d'autres, ça demande un environnement, etc., etc. Voilà déjà, donc, je vous convie aussi à une sorte de voyage. Alors, l'ère numérique, tout à l'heure, je vous ai dit, oh là là, attention, il va falloir aller vite. Je n'ai pas le temps de développer tous les points. Moi, je suis plutôt en conduite de projet, je serais peut-être, excusez du mot qui n'est pas très, très humble, mais un inspirateur, un instigateur. Je donne des idées à mes étudiants et je les envoie dans la nature un petit peu, essayer d'étayer tout ça. Voilà ce que j'essaie de faire. Je n'ai pas de théorie, moi, je n'ai pas de théorie là-dessus. J'ai appris les sciences de l'éducation en écoutant des collègues et des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui change? Pour moi, clairement, une innovation qui se passe au niveau de l'humanité, de l'humain. Ce n'est pas des gadgets qui nous viennent, je ne sais pas, de Satan, de Lucifer, et de machin, non, c'est des outils qui sont inventés par des humains pour des humains. Et de tout temps, c'est ça que veut dire un peu le dessin, ben, l'homme a inventé des outils pour deux choses, on pourrait développer. La première, augmenter son action sur son environnement, le marteau qui prolonge le bras, si vous voulez, et d'autre part, ramener l'environnement vers lui, l'image, le microscope, le télescope, la réalité virtuelle, les ordinateurs, etc., etc. Donc il y a un double mouvement, mais qui vise finalement à nous alléger, à éviter les choses qui sont pénibles, répétitives, etc., etc., et qui peuvent conduire, malgré ce beau discours, à la fois à une forme d'émancipation, d'accord, et tout autant, et les deux à la fois, d'aliénation complète. Et c'est comme ça. Ah oui, mais c'est l'un ou c'est l'autre? Non, c'est les deux à la fois. C'est systémique, il n'y a rien à faire à ça. Le marteau, génial pour enfoncer un clou. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image dans 2001, Odyssée de l'espace, un film de Kubrick, où on voit cet hominidé qui s'empare d'un fémur, et il joue là comme ça avec ce fémur, et à un moment il casse une noix de coco. Et on le voit rire, hein,
il vient d'inventer un outil formidable quand même. Dans le film, 10 secondes après, il ramasse son fémur, il casse la tête d'un rival. Ce sera les deux à la fois. Et le numérique est de cette nature-là aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau plus cognitif et culturel, si vous voulez? 3 grandes inventions. Je ne suis pas le seul à le dire. Vous lisez Michel Serres, etc. Il reprend tout ça très bien. Alors, l'écriture, c'était le premier support de mémoire. Les Grecs disaient des hypomnématones. Et ça, ce machin, c'est un hypomnématone. Vous ne le saviez pas. C'est un support de mémoire, ce truc-là. Et évidemment, ça nous a permis de conserver la trace, de développer l'économie, etc., etc. Il y a 4 millénaires, je calcule, 200 générations humaines. L'autre invention, et remarquez bien, elle n'oblitère pas la précédente, elle la prolonge. L'imprimerie, la diffusion, 5 ou 6 siècles, on va à la grosse louche, 20 générations. Le troisième, le numérique, 2 décennies, j'ai mis 2 à 3, on va dire 2, une génération. Quand vous regardez le temps que ça a mis aux humains pour s'approprier l'écriture, pour savoir lire, et vous vous rendez compte du temps qui est passé entre l'invention et cette appropriation générale, formalisée, institutionnelle. Nous avons donc très peu de temps devant nous, très peu de temps de recul, qui nous permettait de faire des prévisions, etc. Et très peu de temps parce que l'appropriation est déjà faite. Nous avons, ici presque tous, des engins comme ça, etc. Et nous savons les utiliser plus ou moins, on verra ça. Ça induit une chose importante vers de nouveaux rapports au savoir. Il faut bien comprendre qu'à l'époque de l'invention de l'imprimerie, au niveau des savoirs, à part quelques philosophes, etc., je sais bien, ce qui était mis sur le piédestal, c'était les dieux. C'était eux qui influençaient les événements, la pluie, le beau temps, les récoltes, etc., etc. L'imprimerie allait avoir comme voie de conséquence une diffusion plus large des idées, bien sûr, et aussi l'avènement sur le piédestal de quelque chose que, pour aller vite, je vais appeler peut-être la raison, la science, avec des progrès absolument fantastiques, hein, on en convient facilement. Lisez la suite de Petites Poussettes de Michel Serres, qu'il a intitulée « C'était mieux avant ». Ouais, c'était mieux avant. Et maintenant, nous avons des outils qui nous permettent, je vous l'ai dit, de mutualiser, de partager les pratiques, et donc peut-être bien que ce qui va être mis sur un certain piédestal, il faut se méfier des mots, ça pourrait être, là, avec un grand H, mesdames, bien sûr, connecté. Ça pourrait être ça. Je n'aime pas ça. Ah, mais ça, alors il faut aller manifester comme hier, que je vous dise. C'est quand même un signe. Quand je vois un peu partout, au café, là tout à l'heure, tout le monde est affairé sur son iPhone, c'est peut-être pas une bonne chose en soi. Chaque technologie nous apporte quelque chose et nous fait perdre quelque chose. Et c'est comme ça, à nouveau. Alors, qui parle de ça ceux qui ont regardé un peu la pédagogie, il y a des noms que vous connaissez certainement. Montaigne, l'élève n'est pas un vase à remplir, mais un feu à attiser, on connaît ça dans les essais. Bandura, le sentiment de compétence, d'efficacité, la motivation. Piaget, c'est celui avec son petit béret, là, le constructivisme, on va parler de tout ça. Georges Siemens, c'est beaucoup plus récent, 2005, et lui, après le behaviorisme, c'est-à-dire comment on change les comportements des individus, le constructivisme, comment on construit ses connaissances, le socio-constructivisme, comment on construit les connaissances avec les autres,
lui, il a introduit le connectivisme. Alors, je vais aller très vite là-dessus, parce que, de nouveau, notez ce mot, vous tapez connectivisme Siemens, vous allez trouver tout ce qu'il faut là-dessus. Et il dit, faisons attention à quelques petites choses, de l'ère connectée. Vous savez, le temps là, que nous avons maintenant, c'est que, de plus en plus, beaucoup, je n'ai pas dit tous, je n'ai pas dit à tous les niveaux, beaucoup d'apprenants vont faire des choses qui ne sont pas en lien avec leur formation initiale directe. Ce qui a introduit l'importance de la formation continue, évidemment, de la formation tout au long de la vie, et d'autres disent former aussi des élèves à des savoirs qui ne sont pas encore là. D'accord ? Vous ne serez plus là, à côté d'eux, quand ils vont les découvrir, pour employer des méthodes et des outils qui n'ont pas encore été inventés, pour résoudre des problèmes qui ne sont pas encore survenus. C'est ça, cette accélération du temps. Vous devez prévoir l'imprévisible. Pour vos élèves, pour vos enfants. C'est ça qui est important. Le monde va changer, il s'accélère. Formation continue, mais aussi les apprentissages informels. On dit que dans le monde professionnel, je crois que c'est dans le rapport Fourgous, environ 60% des connaissances et des compétences que les professionnels d'aujourd'hui utilisent, ils l'ont appris dans un cadre non formel. Vous vous rendez compte de l'importance de la chose. Le mot, vous le connaissez, hein, continuer à apprendre toute la vie durant, c'est bien de ça dont il s'agit. L'apprentissage est donc un processus continu qui dure tout au long de la vie. Ah, ça, c'est fondamental. Tout à l'heure, je vais vous parler de gros mots, hein, comme esprit critique, communication, etc. Alors, je travaille beaucoup avec des instituteurs, parce que c'est là que ça va se passer, hein, finalement. Et parfois, certains me disent, mais monsieur Lebrun, mais ça, c'est pour les études supérieures. Arrêtez, s'il vous plaît. Non. Le petit enfant à 3 ans, il est déjà un chercheur potentiel. Pourquoi est-ce qu'on fait tout pour éteindre ça? Ça, c'est des vraies questions que je vous pose. Pourquoi on fait ça? Vous lisez le rapport Tadei, hein, sur la société apprenante, il est disponible. François Tadei, qui a écrit quand même un rapport sur l'apprenance de demain, il nous dit des choses comme ça. Il nous dit que le petit enfant, c'est déjà un être de communication. Alors finalement, ces fameuses compétences du XXIe siècle, elles devraient être développées et en synergie, en systémique, de la primaire au secondaire, au lycée, à l'université et toute la vie durant. Ça, nous avons à le faire très rapidement, n'est-ce pas? Et arrêter de cloisonner en disant « non, non, ça on ne peut pas inventer l'âge. Ah non, un petit enfant de 3 ans, l'esprit critique. » Allez, mesdames, vous n'avez jamais vu votre petit enfant, face à une sollicitation, vous dire « non ». Ça commence là, l'esprit critique peut-être bien. Donc voilà des éléments importants sur cet apprentissage toute la vie durant. Les technologies changent notre câblage cérébral. On a montré que, vous savez, c'est pas que l'ordinateur. Hein. Avec mes étudiants, j'ai fait, je pourrais vous les montrer, mais il faut toute l'après-midi, des copies que j'ai faites d'un Science et Vie de 1978, de 2000 et de 2017. En 1978, des colonnes de texte avec de temps en temps une petite image. En 2000, on voit apparaître des iconographies, c'est-à-dire des images, mais avec du texte dedans. Ça va perturber la lecture, n'est-ce pas? Et à l'heure actuelle, vous voyez une double page qui est une complète iconographie et le texte, il est partout. Mais il n'y a pas qu'Internet qui fait ça, les hyperliens, les informations courtes qui sont délocalisées, etc. C'est un phénomène global auquel nous assistons maintenant. Et évidemment, notre cerveau, par rapport à la structure linéaire du texte,
ben, il doit apprendre. Il peut le faire, rassurez-vous. Oh là là, il peut aller très très loin. Je ne vais pas m'étendre. Les organismes, les institutions sont aussi des structures apprenantes. Je crois qu'on l'a bien compris dans votre structure. Pas mal de processus sont de mieux en mieux, soutenus par les technologies. Ça va de soi. C'est pour ça que nous les inventons, n'est-ce pas ?